16 mai 1770, au château de Versailles. Une jeune archiduchesse tout juste arrivée d'Autriche parcourt radieuse la galerie des glaces. Tout émue, elle pénètre dans la chapelle royale. Une heure plus tard, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, 14 ans, épouse le petit-fils de Louis XV, le dauphin de France, futur Louis XVI. Ce mariage scelle l'alliance entre les grandes puissances de France et d'Autriche, alliance voulue et conclue 14 ans plus tôt par l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette. Une alliance politique dès lors dont tout le poids va peser sur les frêles épaules de la jeune mariée. Marie-Thérèse dit à Marie-Antoinette qu'elle doit représenter les intérêts de cette alliance et d'être toujours ce lien entre la France et l'Autriche. À mesure qu'elle découvre la cour de Versailles, Marie-Antoinette comprend que son nouveau statut n'est pas sans avantage. La nouvelle dauphine est simple et spontanée jusqu'à la provocation, ce qui indispose les courtisans, mais séduit beaucoup le peuple de Paris. Marie-Antoinette aime voir et être vue. Chacun de ses déplacements dans la capitale soulève les foules. Et là, elle est acclamée partout où elle va. Et enfin, les Français ont une future reine. C'est la reine qu'ils attendent. Elle vient avec le dauphin, mais c'est elle qui remporte tous les succès. Dans ses premières années en France, Marie-Antoinette est donc populaire. Elle l'écrit d'ailleurs à sa chère mère, l'impératrice, dans une lettre un brin naïve retrouvée aux Archives nationales de Vienne et datée de juin 1773. Ce qui m'a touché le plus, c'est la tendresse et l'empressement de ce pauvre peuple qui, malgré les impôts dont il est accablé, était transporté de joie de nous voir. C'est donc une véritable histoire d'amour qui se fait jour entre Marie-Antoinette et le peuple français. Une histoire qui culmine lorsque la dauphine devient reine le 10 mai 1774. Et pourtant, près de 20 ans plus tard, le 14 octobre 1793, Marie-Antoinette se retrouve accusée, jugée sans concession par un tribunal révolutionnaire. L'ancienne reine adulée du peuple est devenue aux yeux de ses accusateurs le fléau et la sangsue des Français. Elle est considérée comme une créature démoniaque. De toute façon, comme l'agent de l'étranger, c'est la fille d'Habsbourg, comme ayant des mœurs contre nature. Il y a toutes les accusations de relations lesbiennes. Donc, je dirais qu'elle a tous les péchés de la terre, elle a tous les défauts du monde. Parmi les chefs d'inculpation, celui de conspiration et d'intelligence avec l'ennemi. Le verdict, dès lors, est sans surprise. Marie-Antoinette est condamnée à la peine de mort. Elle est exécutée dans la foulée, guillotinée le 16 octobre 1793, sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Comment cette femme, en l'espace de 23 ans, a-t-elle pu passer de la gloire et du prestige de Versailles à l'indignité de l'échafaud où on la traîne en criminelle? Pour le comprendre, il faut se rendre à Vienne, en Autriche, et plus précisément aux Archives nationales, qui conservent des documents uniques quant à la culpabilité de Marie-Antoinette, mais aussi à la section appelée l'Enfer à la Bibliothèque nationale de France, où se trouvent tant de pamphlets pornographiques à son propos. N'oublions pas nos Archives de France, qui conservent les précieux dossiers comptables de la Maison de la Reine, ni le musée fort peu connu du barreau de Paris, gardien du manuscrit de la plaidoirie de l'avocat de Marie-Antoinette, un document presque ignoré. Ces pièces historiques originales, pour la plupart inédites, nous aideront à répondre à cette question: fallait-il guillotiner Marie-Antoinette ?